Et donc, la parole est à vous, Monsieur Chaud. Ben, merci à tous. J'espère que vous m'entendez tous très bien. Je vous remercie infiniment, Pierre et Marie-Christine, pour cette sollicitation. C'est vrai que je me faisais une joie de venir vous retrouver à Toulouse parce que je suis de Toulouse moi-même. En tout cas, j'ai fait une grande partie de mon parcours universitaire à Toulouse et même de ma vie étudiante. Mais ça sera, évidemment, ce n'est que partie remise, donc j'aurai évidemment bien le plaisir de vous voir en vrai un peu plus tard quand les conditions sanitaires seront plus simples pour tout le monde. Donc voilà, merci infiniment en tout cas pour cette invitation. Merci pour cette introduction qui effectivement balaye assez bien l'ambition de ce travail que nous avons mené avec Frédéric Dabi, qui est bien plus connu que moi. C'est la raison pour laquelle il a le privilège d'être en gras et un peu plus gros sur la couverture de ce bouquin, qui est directeur général de l'IFOP, que vous connaissez aussi, qui est l'Institut de sondage. Pour ma part, donc, je suis Stewart Shaw, je suis responsable des études politiques et sociétales du cabinet d'études Via Voice, un cabinet un peu plus petit, mais on est maintenant une quinzaine et on travaille sur ces grandes tendances de société, ces mutations de société sur un ensemble de secteurs. Et notre métier, finalement, c'est d'essayer de comprendre les opinions, ce qui sous-tend ces opinions, ce qui construit, en tout cas, les opinions aujourd'hui, comment elles évoluent. Et on le fait pour une diversité de clients et d'institutionnels, pour essayer de comprendre un peu mieux dans quel monde on évolue, parce que, vous l'avez bien compris, il est quand même de plus en plus insaisissable et complexe. Ce travail, il est né alors d'une rencontre entre Frédéric et moi, parce qu'on est aussi amis au-delà d'être confrères et concurrents parfois. Et il est né surtout d'une interrogation un peu différente, un peu distincte, qui nous a amené à écrire ce bouquin. Alors, je ne vais pas parler à la place de Frédéric, mais je vais en tout cas me permettre d'évoquer le pourquoi du comment il a souhaité accompagner et m'accompagner sur ce livre et vice-versa. Il a mené une étude, l'IFOP avait mené une étude il y a un certain nombre de temps, enfin assez récemment, à l'occasion de l'assassinat du professeur Samuel Paty, et il avait été surpris par un ensemble de résultats qu'ils avaient observés auprès notamment de ce public jeune, et il a été saisi par un certain nombre de tendances, et ce qu'il a poussé à investiguer un peu plus, je dirais, cet enjeu de la jeunesse. Et moi, pour ma part, alors, pas forcément cette étude, mais je dirais, vous m'accorderez cette introspection un peu personnelle, mais plutôt le sentiment que lorsque j'observe cette jeunesse à laquelle j'appartiens, alors cette jeunesse 18-30, hein, on parlera de cette tranche de la population qui est évidemment traversée d'une multitude d'expériences et de perceptions. Mais en tout cas, cette jeunesse dont on va parler, c'est ces 18-30, à laquelle j'appartiens encore pour un an ou deux, comment dire, m'interroger beaucoup. C'est-à-dire que j'avais le sentiment parfois d'être complètement en phase avec un certain nombre d'aspirations. Et puis parfois, je me retrouvais très étonné, voire surpris, parfois même décontenancé par un certain nombre d'expressions, de positions et de mobilisations de cette jeunesse-là. Et donc, je me suis dit, finalement, toutes ces étiquettes que l'on accole, peut-être de plus en plus depuis la crise sanitaire, à la jeunesse, génération sacrifiée, génération Greta, génération désenchantée, était, selon moi, symptomatique d'une jeunesse assez insaisissable, finalement, et qui m'a poussé, moi personnellement, à investiguer cet enjeu-là et ce sujet-là. Alors, pour revenir un petit peu à la méthode et au dispositif d'enquête, parce que vous savez, maintenant, l'actualité pousse chaque sondeur à beaucoup de pédagogie lorsqu'il parle de ces chiffres. Donc, je vais essayer de vous dire un petit peu comment on a réalisé cette étude. Donc, en fait,
c'est un livre qui s'appuie sur, comme disait Marie-Christine, une étude qui a été réalisée et qui est réalisée depuis 1957 jusqu'en 2021 à intervalles réguliers. Une étude qui a été lancée et commandée par François Giroud à l'époque de la fondation de l'Express notamment, et qui avait eu pour objectif un petit peu identique au nôtre, de comprendre un petit peu mieux dès cette époque ce qui se jouait et ce qui se tramait, je dirais, dans cette catégorie de la population qui a toujours été finalement un enjeu assez important, politique, sociétal, et qu'on a, au fur et à mesure du temps, eu du mal toujours à saisir de manière assez claire. Donc, cette étude a été lancée, et ce qui est très intéressant, effectivement, c'est qu'aujourd'hui, en 2021, on a la possibilité, la capacité d'analyser les résultats de cette étude, je dirais, dans une dimension un peu historique, et ce qui nous permet donc d'avoir une profondeur d'analyse et de comparaison assez intéressante, me semble-t-il. Alors, ce livre, il s'appelle La fracture. Comme nombreux auteurs, on n'a pas choisi le titre, c'est l'éditeur qui s'en est chargé. Je vous dis ça parce que alors ça nous convenait assez bien, mais on voulait complexifier un petit peu les choses. Alors, sur une couverture, c'est un peu compliqué, donc je vous le dis là à l'oral, et on l'a dit tout au long de la promotion de notre bouquin. Mais ce livre s'appelle La fracture, il aurait pu s'appeler Les fractures, parce que finalement, la manière dont on l'a pensé, les résultats aussi qui ont émergé de cette enquête, nous livraient non pas une fracture, mais 3 fractures différentes, sur lesquelles je vais essayer de revenir tout au long de mon exposé. La première fracture, elle est, je dirais, presque évidente, c'est celle dont on parle beaucoup dans le débat public et que l'on a évidemment à l'esprit assez souvent, c'est la fracture intergénérationnelle, c'est-à-dire celle qui parfois peut opposer les plus jeunes aux plus âgés. Donc ça, c'est un premier élément de la fracture. Le deuxième élément et la deuxième fracture que nous, on observe, et qui est rendu possible par l'aspect historique aussi de cette étude, c'est effectivement une fracture entre les différentes générations de jeunes selon les époques. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que les jeunesses, je dirais, s'enchaînent, mais ne se ressemblent pas. Et il est intéressant de voir aussi, du coup, que sur certaines thématiques, sur certains enjeux, on a des positionnements différents selon les jeunesses aux générations, aux différentes générations et selon les époques. Et enfin, une troisième fracture qui me semble absolument nécessaire à avoir en tête, peut-être encore plus aujourd'hui, et Marie-Christine, vous avez commencé à l'évoquer très justement, c'est la fracture intragénérationnelle. C'est-à-dire que on a le sentiment, à travers cette enquête, alors je ne pourrais pas toujours revenir dans le détail des chiffres, mais on a le sentiment que cette jeunesse, bien qu'on le sait, elle n'est pas un bloc monolithique, elle n'est pas un tout homogène, mais elle est surtout et avant tout traversée et caractérisée, je pense, par une diversité d'expériences, une diversité d'appréhension du monde, peut-être encore plus qu'à l'époque. Et cette fracture intragénérationnelle entre les différentes jeunesses, elle nous livre des enseignements qui sont pour nous absolument essentiels pour comprendre aussi un petit peu mieux les fractures, les ruptures, les archipels qui peuvent aussi se construire dans la société qui vient. Donc, 3 fractures qui nous semblent intéressantes de préciser avant de rentrer dans le détail du livre et de l'enquête. Alors, cette enquête-là, on l'a pensée autour de plusieurs enjeux. Je vais essayer de revenir avec vous sur ce qui me semble, moi, en tout cas, essentiel et qui, je l'espère, pourra vous guider un peu dans vos réflexions et dans vos travaux. Moi, j'identifie 2-3 parties absolument fondamentales. Une première partie qui va nous permettre de comprendre un petit peu mieux du point de départ. C'est-à-dire
de prendre des indicateurs extrêmement précis que cette enquête permet d'analyser depuis plus de 50 ans et qui nous permet de dresser un diagnostic de la singularité, je dirais, de cette jeunesse par rapport aux jeunesses précédentes et de voir aussi quelles sont les tendances sur ces différents indicateurs qui vont être finalement structurantes aussi sur la manière dont les jeunes vont traverser les différentes expériences de leur vie et surtout vont réagir aux différents enjeux qu'ils identifient. La deuxième partie, et on ne peut pas en faire évidemment l'économie, même si je vais essayer d'y passer un peu moins de temps, c'est évidemment cette jeunesse à l'épreuve de la crise, puisque c'est une catégorie de la population qui a été, comme tous, je dirais, touchée de plein fouet par cette pandémie, mais qui finalement, dans la lecture qu'elle fait de la crise, nous révèle aussi des enseignements assez intéressants. Et enfin, une dernière partie sur laquelle je souhaiterais aussi passer un peu plus de temps, sur là, pour le coup, des grandes tendances par rapport à différents sujets et enjeux. Les valeurs, déjà, les valeurs des jeunes. Aujourd'hui, quels sont les registres dans lesquels les jeunes se retrouvent, la mobilisation, le rapport aussi des jeunes aux institutions, au sens large du terme, la confiance ou pas qu'ils ont aujourd'hui avec les différentes institutions politiques et publiques, et enfin, le rapport des jeunes, pour décrire tout cela, à l'environnement et au travail. Et je pense que je terminerai par ces deux sujets parce que pour moi, ils sont absolument essentiels pour comprendre un petit peu mieux comment ces jeunes-là arrivent à transformer aussi leur environnement et ne peut être absolument pas cantonné à cette étiquette de jeunesse sacrifiée qui ne serait que victime d'une époque, puisqu'elle est avant tout une jeunesse qui influence, c'est ce que nous on a appelé une jeunesse diffusionniste, et à travers son rapport à l'environnement, son engagement pour l'environnement, et à travers son rapport au travail et les bouleversements, les transformations qu'ils permettent dans ce monde du travail, on voit assez bien comment cette jeunesse influence son monde et son quotidien. Alors, ce qui est assez intéressant aujourd'hui, c'est que la jeunesse a toujours été un sujet un peu totémique. C'est vraiment, surtout dans une période de campagne présidentielle, on est toujours dans une phase du concours Lépine de la meilleure proposition envers la jeunesse. C'est ce qu'on écrit dans le bouquin et on a commencé à le voir déjà pendant cette période de campagne présidentielle. Et ce qui est très étonnant pour nous, c'est qu'on se dit toujours, en termes de, là je parle en tant que sondeur, mais en termes de poids électoral, c'est assez paradoxal de surinvestir à chaque élection cette catégorie de la population. C'est paradoxal au regard surtout je dirais, du poids qu'elle représente numériquement dans l'électorat français. C'est à peu près 5,2 millions de potentiels électeurs, 8 millions si on compte les 25-34 ans. Donc, par rapport aux autres catégories de la population qui représentent à peu près 12 millions au minimum du corps électoral, 12 millions de personnes, pardon, donc ce qui représente un poids assez significatif dans le corps électoral, c'est paradoxal de voir sans arrêt ces politiques investir de manière extrêmement forte le sujet de la jeunesse. Et puis pour nous, finalement, c'est un petit peu l'expression de ce visage de la jeunesse qui a toujours eu peut-être une position un peu particulière dans le débat public. Parce que finalement, s'adresser à la jeunesse, c'est s'adresser à beaucoup plus qu'elle-même. S'adresser à la jeunesse, c'est s'adresser à la fois ceux qui vont faire la société de demain, mais c'est aussi s'adresser sans doute à ceux qui influencent de plus en plus leurs parents, leurs grands-parents, qui mettent à l'agenda politique aussi, par leur puissance de maîtrise de nouveaux espaces de communication, de nouveaux espaces politiques, qui mettent à l'agenda politique des sujets et des enjeux qui sont essentiels. Donc, cette jeunesse qui étonne, qui surprend, elle est très souvent au cœur des interrogations des uns et des autres.
Alors, avant de commencer à vous parler de l'état d'esprit de cette jeunesse entre 1957 et 2021, pour se rendre compte un peu de l'évolution, juste un premier indicateur qui me semble, je dirais, constituer un point de départ très intéressant. En 1957, on avait posé la question, toujours à ces 18-30, est-ce qu'ils ont le sentiment d'appartenir à une génération à part? En 1957, on a posé cette question-là. 19% à cette époque des 18-30 considéraient appartenir à une génération à part. 19% en 1957. En 2021, donc on réalise l'enquête en février 2021, on passe de 19% à plus de 80%. C'est-à-dire que finalement, on est face à une jeunesse, avant de commencer toutes les analyses, qui se pense et qui se sait singulière. Et je pense que ce regard qui porte sur eux-mêmes et cette singularité revendiquée, exprimée, elle va aussi conditionner et déterminer un certain nombre d'opinions et de perceptions du monde qui les entoure. Alors, si on doit retracer un petit peu l'histoire de l'état d'esprit de cette jeunesse en France entre 57 et 2021, moi je m'attarderai sur 3 indicateurs qui sont très importants pour comprendre un petit peu mieux ce que pensent les jeunes aujourd'hui. Alors, le premier indicateur qui me semble déterminant, et qui va d'ailleurs pouvoir se lire à travers toutes les tendances que nous allons évoquer ensemble, c'est d'abord le sentiment de bonheur personnel. Alors vous allez me dire, c'est une question qui est à la fois bateau, très large, peut-être un peu malvenue, mais elle nous renseigne déjà, je pense, sur un état de la psyché de nos jeunes actuels. En 1999, en fait, entre 1968 et 1999, on a toujours eu une progression du niveau de bonheur et du sentiment, en tout cas, d'être heureux. En 2021, ce niveau de bonheur est assez stable finalement sur les 50 dernières années. On a à peu près 8 jeunes sur 10 qui se déclarent heureux. Mais ce qui est très intéressant, c'est d'observer les avis les plus tranchés, c'est-à-dire ceux qui se déclarent très heureux et ceux qui se déclarent pas du tout heureux. C'est-à-dire que c'est souvent là, d'ailleurs, dans les études d'opinion, ce n'est pas dans les moyennes, mais c'est souvent dans les avis les plus tranchés qu'on repère les tendances les plus intéressantes. Et bien sur ce sujet-là, sur cet item très heureux, on s'aperçoit qu'entre 1999 et 2021, la proportion de jeunes qui se déclarent très heureux perd 27 points. 27 points dans une étude d'opinion, c'est extrêmement élevé. Vous avez, je pense, là, au quotidien des intentions de vote qui sortent et qui vous donnent des variations sur 1 ou 2 points. Pour tout vous dire, 1 ou 2 points, c'est les marges d'erreur dans les études d'opinion. Donc, 1 plus 1 plus 2 plus 3, c'est égal à égal. Donc, c'est égal à 0. Là, on est sur 27 points. Donc, on est vraiment sur une tendance qui est extrêmement importante. Donc, je ne dirais pas une jeunesse plus malheureuse, mais une jeunesse qui a déjà une difficulté à se dire, ou en tout cas à s'exprimer heureuse. À l'intérieur de ce chiffre-là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une fracture aussi intragénérationnelle, avec effectivement une corrélation assez nette entre le sentiment de bonheur et le niveau de diplôme. Donc, on a des jeunes moins diplômés qui se déclarent moins heureux, des jeunes qui sont plutôt issus de milieux défavorisés qui se déclarent moins heureux. Donc, c'est comme si finalement, plus on est intégré à la société, plus on se sent, entre guillemets, reconnu aussi, parce que on a aussi des chiffres qui montrent que plus vous êtes fier d'être français, plus vous êtes fier d'appartenir à ce pays, plus vous avez tendance à être optimiste en l'avenir, plus finalement votre bonheur personnel est important. Donc, un sentiment déjà d'une dégradation du niveau de bonheur en l'espace d'une vingtaine d'années. Le deuxième point, qui est un petit peu lié et qui commence un petit peu à expliquer cette dégradation-là, et peut-être même cette singularité dont je vous parlais au tout début, c'est la perception assez négative de notre temps. Là, pour le coup, c'est un chiffre qui est aussi assez frappant. Vivre à notre époque pour ces 18-30 en 2021 n'est pas une chose aisée, voire n'est pas vraiment une chance. C'est une malchance de vivre à cette époque.
pour vous donner une idée, entre 1968 et 1999, les jeunes sont plutôt convaincus que vivre à leur époque constitue une chance. Je vous donne un exemple, en 99, ils étaient 83% à dire vivre à notre époque est une chance. Ça représentait d'ailleurs en 99 15 points de plus que 10 ans auparavant. Donc on a toujours été dans une dynamique plutôt positive. Alors vous allez me dire, le contexte est très différent, fin du siècle, début du siècle d'après, avec toutes les aspirations qui l'accompagnent. Mais c'est quand même intéressant d'avoir ce chiffre en tête. Parce qu'en 2021, février 2021, on passe de 83% de jeunes qui estiment que vivre à notre époque est une chance à 47%. Alors là aussi, on peut se dire, ben voilà, c'est expliqué par la crise sanitaire. On verra que c'est quand même beaucoup plus complexe que cela, parce que cette dégradation de la perception de notre temps, elle va aussi s'expliquer et se nourrir d'autres perceptions qui n'ont, pour le coup, là, rien à voir avec la crise sanitaire que nous sommes en train de vivre. Troisième et dernier indicateur sur cet état d'esprit de la jeunesse, pour essayer de la comprendre un peu mieux, c'est ce regard sur cette société qui va de plus en plus vite. Ça, c'est un élément qui est peu retenu lorsqu'on parle de notre bouquin. Les journalistes, d'ailleurs, lorsqu'ils l'ont lu, nous ont très peu interrogés dessus, préférant plutôt nous demander le pourquoi du comment les jeunes ne sont pas attachés à la laïcité, ce qu'on n'a absolument pas écrit d'ailleurs dans ce bouquin. Mais on a peu d'espace pour parler de cet indicateur-là qui nous semble essentiel, c'est l'accélération du temps qui est subie par la jeunesse. L'idée selon laquelle les jeunes épousent, voire accompagnent cette société de l'instantané, qui d'ailleurs même sont en demande parfois de beaucoup plus d'instantanéité, de rapidité, finalement, elle est plutôt nuancée, cette idée-là, au travers des résultats que l'on perçoit. Un exemple, lorsqu'on leur demande les items qui les rendent heureux, c'est-à-dire les composantes un peu du bonheur personnel, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit une stabilité sur la question financière, c'est-à-dire avoir de l'argent, une stabilité sur la question familiale, avoir une famille, être entouré, et pourtant, on a une augmentation extrêmement forte de l'item avoir du temps pour soi. Et ce qui est intéressant, donc, c'est que ce sentiment d'époque maudite provient aussi certainement des multiples épreuves auxquelles fait face la jeunesse. On va y revenir sur un certain nombre d'entre elles, la crise écologique, crise du travail, sécurité, etc. Mais elle est fortement corrélée aussi au sentiment de vivre à une époque qui va de plus en plus vite et dans laquelle il est de plus en plus difficile finalement d'avoir aussi du temps pour soi. Donc, c'est une jeunesse aussi un peu à la recherche du temps pour elle-même, dans une société de l'accélération, pour parler un peu comme Edmund Rosa, qui l'a très bien décrit, sur une société dans laquelle on a finalement assez peu de prise. Donc, je dirais que cet état d'esprit, il est à la fois, riche d'enseignements sur déjà le caractère un peu singulier de cette jeunesse, sur le caractère singulier de cette jeunesse par rapport aux générations précédentes. Et cet état d'esprit aussi, il va, je dirais, un petit peu complexifier finalement les idées reçues qu'on peut avoir sur cette jeunesse-là. Et pour autant, alors même si on a parlé de cette dégradation du niveau de bonheur, de cette perception plutôt négative de notre temps, pour autant, on a une jeunesse qui ne se complaît absolument pas dans cette idée que tout va mal et que ce serait une génération sacrifiée, peut-être la dernière des dernières générations. Au contraire, et on va voir pourquoi. Alors, avant de passer à ces éléments un peu d'optimisme, la crise sanitaire, juste d'un mot. D'un mot pour vous dire que cette crise, effectivement, elle a traversé cette jeunesse avec beaucoup de disparités, c'est-à-dire qu'on a, dans l'enquête, effectivement perçu des expériences très différentes de la manière dont ces jeunes ont vécu la crise,
certains ayant été extrêmement bousculés. Hein, vous avez quand même entre 20 et 24% aujourd'hui des jeunes qui déclarent avoir dû renoncer à cause de la crise à certaines choses, dont des stages, une formation professionnelle ou universitaire, une expérience professionnelle. Donc, on a des taux qui sont assez importants parce que 20-24%, je dirais, en opinion publique, c'est peut-être faible, mais dans une logique d'extrapolation, ça fait quand même une proportion de jeunes qui n'est absolument pas négligeable. Donc, cette crise-là, elle a été vécue un peu différemment. Évidemment, on n'est pas tous armés de la même manière pour affronter ce moment-là. Pour autant, elle a, dans sa lecture, la crise, fédéré cette jeunesse. On se pose toujours la question de savoir mais comment rassembler aujourd'hui les jeunes qui sont très différents. En tout cas, autour de la question de la crise sanitaire, on a l'impression qu'on a, je dirais, une perception assez unifiée, assez homogène. Pour le coup, nous, ce qu'on écrit dans ce bouquin, c'est que cette crise sanitaire, elle agit comme un momentum pour la jeunesse, un élément assez constitutif d'une forme de mémoire collective et qui va construire, pour le coup, et c'est assez rare de parler de ça lorsqu'on s'adresse à la jeunesse, mais d'une forme de conscience de génération autour de la crise. Et cette conscience de génération, elle va se construire par rapport à deux choses. D'abord, une première chose, c'est le constat de la crise, c'est le constat de la double peine. La double peine, c'est quoi? C'est à la fois d'avoir le sentiment d'avoir été victime de cette crise, d'avoir dû concéder et faire beaucoup de sacrifices, des sacrifices d'ailleurs à des mesures qu'ils n'ont eux-mêmes pas choisies, auxquelles ils n'ont pas adhéré. Hein. On pense évidemment pour des étudiants à la fermeture des universités, mais aussi qui ont dû réinventer des rites initiatiques propres à la jeunesse. Alors, ça peut être évidemment la vie étudiante pour ceux qui ont l'occasion d'en avoir une, mais ça peut être aussi pour certains des stages, comme je le disais, des formations Erasmus, des formations en alternance. Bref, on a le sentiment que cette jeunesse, effectivement, accuse le coup sur cette crise-là. Et puis, la deuxième peine, finalement, c'est que tous ces sacrifices auxquels ils ont dû concéder, finalement, ils vont devoir aussi répondre des conséquences de cette crise. Conséquences économiques, conséquences sociales. Et c'est vrai qu'on a des chiffres assez frappants, édifiants dans ce livre, dans cette enquête qui montre que voilà, on n'a jamais eu autant de jeunes aujourd'hui qui déclarent avoir eu finalement affaire à des associations, à l'aide d'une association, à l'aide d'organismes, d'institutions pour leur venir en aide et pour subvenir à leurs premiers besoins. Parce que on parle des banques alimentaires dans le bouquin, mais c'est assez important aussi, je pense, de le rappeler pour comprendre un petit peu dans quel état d'esprit il se place. Pour autant, sur cette crise-là, il se retrouve aussi sur une appréhension de l'avenir qui est très très loin du déclinisme ambiant et de cette espèce de fatalité qui infuse et nourrit actuellement l'opinion publique, voire le débat public et politique du moment. C'est une génération qui va hériter, et qui sait d'ailleurs qu'elle va hériter de toutes ces conséquences de décisions auxquelles elle n'a justement pas toujours consenti, mais qui n'est absolument pas défaitiste sur l'avenir. Il y a un seul indicateur qui, moi, m'interroge et qui peut-être va expliquer un certain nombre de choses pour la suite, mais il y a un seul indicateur un peu négatif sur l'avenir par rapport aux jeunes, c'est, on l'a dit, des incertitudes, un peu de crainte, mais c'est surtout cette, pour le coup, historique remise en question de sa capacité à influencer la destinée de leur pays. Ça, c'est une question qu'on a posée aussi depuis un certain nombre d'années, et on s'est rendu compte que finalement, alors je ne vais pas prendre 1968, c'est une année un peu à part, mais par exemple, 10 ans après, entre 1978 et la fin du siècle dernier, sur ces 20 dernières années, on a toujours eu une majorité de jeunes dans cette jeunesse-là qui avaient le sentiment de pouvoir influencer la destinée de leur pays. En 2021, il y a à peine, voire un peu moins d'un tiers des jeunes aujourd'hui qui a le sentiment de pouvoir influencer et avoir les capacités, en tout cas, d'influencer la destinée de leur pays. Et ça, c'est intéressant parce que
pour le coup, je pense qu'ils ne se rendent pas forcément compte, là aussi, de la manière dont ils influencent les choses. Et peut-être aussi, d'ailleurs, que l'enjeu sera de reconnaître aussi l'influence que cette jeunesse peut avoir sur les mouvements et différents mouvements de société. Mais c'est, comme je le disais, une jeunesse qui n'est pas défaitiste, qui craint l'avenir, mais qui est extrêmement résiliente et qui garde foi, je dirais, aux temps qui viennent. Je vous donne 2 indicateurs qui me semblent absolument nécessaires de rappeler, qui sont là pour le coup en fracture, en rupture avec leurs aînés. C'est sur l'appréhension de l'avenir. On a 73% aujourd'hui des 18-30 qui se déclarent optimistes lorsqu'ils pensent à l'avenir. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à l'intérieur même de la jeunesse, il y a très peu de ventilation de disparités sociologiques ou sociodémographiques. C'est-à-dire que là, pour le coup, on a, encore une fois, je vous disais, une conscience de génération sur l'idée que, voilà, il faut, en tout cas, ils gardent espoir en l'avenir. 73% se déclarent optimistes. Pour vous donner un ordre d'idée par rapport à leurs aînés, c'est 30, voire 40 points de plus que l'ensemble de la population française selon les catégories et les tranches d'âge. Donc, on est vraiment sur, là, pour le coup, une fracture désirable, puisqu'on a quand même des jeunes qui sont un peu fer de lance, pour le coup, et qui gardent foi en l'avenir. Et le deuxième chiffre qui me semble intéressant, c'est à peu près 7 jeunes sur 10, 67% des jeunes que l'on a interrogés, qui estiment, en février 2021, donc c'est-à-dire un an après le début de la pandémie, en pleine crise encore sanitaire, en dépit de tout ça, 67% estiment qu'ils vivront dans une dizaine d'années mieux qu'aujourd'hui. Et un quart beaucoup mieux qu'aujourd'hui. Donc, l'idée selon laquelle le pays se déliterait et qu'on irait dans une forme de déchéance un peu collective, c'est un état d'esprit qui est pour le coup absolument pas partagé par notre jeunesse. J'en viens du coup maintenant à cette partie d'analyse des différentes tendances et je voudrais m'attarder sur un premier point, maintenant qu'on a un petit peu le scope de cet état d'esprit de la jeunesse aujourd'hui, des évolutions sur ces dernières années. Je voudrais m'intéresser et vous présenter d'abord, je pense, l'un des points qui est le plus ambivalent pour moi lorsque j'analyse les résultats de cette enquête, c'est la vision sociétale de la jeunesse, puisque elle oscille effectivement entre vous allez voir, une propulsion d'une vision égalitaire, voire égalitariste pour certains, et en même temps une forme de durcissement sociétal sur un certain nombre de sujets, et qui du coup, à la lecture des résultats, et peut-être même du livre, puisque certains nous l'ont dit, peut apparaître comme un peu contradictoire entre différentes tendances. Alors, le premier point, c'est en termes de valeurs. Alors, on nous dit les jeunes n'ont plus les mêmes valeurs que leurs aînés. Alors, peut-être que ça va déplaire à certains, mais en tout cas, cette idée est absolument fausse. Si on en croit les chiffres de l'enquête, on n'a jamais eu un rapprochement aussi important entre les valeurs et les aspirations des différentes générations depuis 1980. En 2021, c'est extrêmement intéressant de voir que voilà, il n'y a pas de guerre générationnelle autour des valeurs, à part sur certaines, et on va y revenir juste après, mais il y a vraiment, au contraire, une forme un rapprochement assez historique sur les aspirations des plus jeunes et des plus âgés. Alors, pour vous décrire tout ça, moi j'utilise ça vaut ce que ça vaut évidemment, mais ça nous donne déjà des tendances intéressantes. J'utilise un exercice que l'on a réalisé, qui a été réalisé sur un certain nombre d'années, sur voilà, les mots les mots entre guillemets préférés des moins de 30 ans et des plus de 65 ans. C'est-à-dire qu'on teste une batterie de mots, alors il y en a énormément, et ce qui est intéressant, c'est de voir quelle est l'adhésion à chacun de ces mots-là. Pour vous donner la comparaison sur les 10 mots les plus cités par les jeunes, sur les 10 mots les plus cités par les jeunes, on retrouve 6 mots les plus cités par les plus de 65 ans. Et ça, c'est intéressant parce que vous allez voir les mots, hein, mais ça décrit assez bien ce rapprochement que j'essaie de vous expliquer, ce rapprochement aussi des aspirations et je dirais des registres
des registres par lesquels ils pensent aussi la société. Donc, on est vraiment sur je dirais une synergie là, des différentes générations, et c'est très intéressant. Premier mot qui émerge en pole position, c'est la question de la famille. Alors, la famille, c'est pour le coup le mot préféré enfin, c'est le mot qui a le plus de sens pour ces 18-30. Et je le choisis parce qu'il me semble, pas parce que forcément il arrive en première position, il arrive en deuxième, hein, je crois, pour les plus de 65 ans, mais parce que pour moi, il révèle aussi quelque chose qui est assez intéressant en termes de tendance de société, notamment par rapport aux générations précédentes. La famille, on pourrait dire que sa position aujourd'hui, elle est conjoncturelle, puisqu'effectivement, c'est une cellule qui est apparue comme la cellule un peu protectrice pour ces jeunes 18-30, en tout cas pour une partie d'entre elles, jusqu'à peut-être 25 ans. Ça a été, et on le voit dans l'enquête, hein, dans nos tris, effectivement, le lieu qui a su préserver je dirais, le quotidien dans un monde extrêmement agité, dans une incertitude assez profonde. Mais moi, je pense que c'est aussi symptomatique ou synonyme, je dirais, d'une transformation de la place de la famille chez les plus jeunes, puisque, pour le coup, la famille n'est plus la cellule, je dirais, du conflit. Et c'est intéressant de remarquer du coup que ce déplacement un petit peu du lieu du conflit sociétal, en tout cas pour les jeunes, c'est que jusqu'au milieu des années 80, on avait dans l'enquête la perception que la famille était le lieu du conflit, c'est-à-dire par lequel on voyait émerger des oppositions, des confrontations, et ça commençait par la cellule familiale, et peut-être même d'ailleurs pour certains, ça partait de cette cellule-là. Là, aujourd'hui, à partir des années 90 et jusqu'en 2021, on se rend compte finalement que la famille, le rôle de la famille s'est déplacé et ne représente plus, ne constitue plus ce lieu du conflit. Ça, c'était un premier point. Il y a un mot sur lequel, et on y reviendra un petit peu après, on essaiera de l'expliquer, sur lesquels les jeunes sont complètement différents de leurs aînés, c'est sur les plus de 65 ans, le premier mot qui arrive en tête, c'est France. Il arrive en 26e position chez les plus jeunes. Donc, sur le mot France, c'est le seul mot où on a une différence aussi significative entre les jeunes et les plus âgés. Ça, c'est aussi un point assez intéressant. Toujours sur la question, alors là, si on revient vraiment précisément sur la question des valeurs, il y a un deuxième indicateur qui peut-être singularise cette jeunesse, une fois qu'on a parlé de ce rapprochement, c'est le triptyque républicain. On a testé ce triptyque républicain depuis un certain nombre d'années, et intéressant de voir que lorsque vous testez égalité, liberté, fraternité, quand vous posez la question aux jeunes, finalement, qu'est-ce que l'on devrait aujourd'hui prôner davantage ou défendre davantage, l'un, l'autre, tous, et bien là, pour le coup, on a, quand les aînés préfèrent la liberté, les jeunes plébiscitent l'égalité. Alors la fraternité est un peu la grande oubliée de tout cela. C'est une tendance qu'on essaie de travailler là actuellement. Mais en tout cas, voilà, on a une polarité entre effectivement des aînés qui sont beaucoup plus sur la notion de liberté et des jeunes beaucoup plus sur le principe d'égalité. Donc on a une vision effectivement très égalitaire de la société, hein, et qui va avoir selon moi un impact assez considérable sur un ensemble de sujets, et notamment sur une insatisfaction permanente exprimée par la jeunesse sur la question des inégalités. On a testé un ensemble de situations, égalité femmes-hommes, sur l'égalité, les inégalités sociales, la réduction des inégalités sociales par l'école, la question des discriminations, la question du racisme, la question de l'antisémitisme. Vous avez sur un certain nombre de sujets une insatisfaction, d'ailleurs sur tous, pardon, une insatisfaction extrêmement profonde, c'est-à-dire que on a sur tous ces registres-là moins de la moitié des jeunes qui pensent que la situation est satisfaisante en France. L'égalité femmes-hommes, c'est le sujet qui progresse le plus en 10 ans, peut-être grâce aux différents mouvements et libérations de la parole que l'on connaît actuellement.
mais on reste extrêmement insatisfait. D'ailleurs, même sur le public femmes, jeunes femmes, on a un taux d'insatisfaction qui est absolument majoritaire. Donc, on va voir que cette vision assez égalitariste de la société va avoir aussi des conséquences assez surprenantes, avec une perméabilité parfois à des idées qui, pour le coup, là, sont peut-être un peu moins universalistes que notre triptyque républicain. Vous avez quand même un quart des jeunes qui pensent qu'il existe un racisme d'État en France, un quart des jeunes aujourd'hui, hein. Donc, c'est quand même absolument pas négligeable. Un quart aussi des jeunes qui estiment qu'il existe dans notre pays un privilège blanc, que c'est une réalité. Donc voilà, une conception quand même de la société qui est assez structurante et qui est assez négative d'un point de vue de l'égalité. Cette vision-là, elle va constituer donc une grille de lecture assez puissante et qui va d'ailleurs se nourrir d'une crise politique, d'une défiance envers le politique très puissant. Et puis cet alliage-là de vision d'une société très inégalitaire avec une impuissance du politique, une défiance du politique, va nous conduire finalement à un doute démocratique qui va se construire et qui va infuser peu à peu dans la jeunesse et qui me semble être un des signaux faibles qu'il faut avoir à l'esprit, bien qu'il ne faut pas tomber dans une forme d'agitation, mais il y a effectivement une jeunesse qui commence à douter un petit peu de ce qui fait démocratie dans notre pays. Alors, avant de revenir sur la crise politique, moi, ce qui me semble très intéressant, c'est d'expliquer comment, effectivement, cette jeunesse qui est indignée, très affectée par un certain nombre de sujets, va douter de plus en plus de ce système démocratique dans ses principes, je dirais, les plus forts, les principes fondamentaux qui régissent un petit peu notre système et qui organisent la vie politique française. Je vais revenir avec vous sur deux, trois indicateurs. Premier indicateur, vous allez voir, c'est un peu lié avec ce que je vous expliquais précédemment, c'est qu'on a une jeunesse qui a paradoxalement, qui veut de l'égalité, mais qui a paradoxalement besoin de plus en plus d'autorité. Et c'est peut-être d'ailleurs par l'expression, une aspiration à l'autorité que, selon eux, on va pallier cette crise du résultat et, pourquoi pas, répondre à un certain nombre de sujets qui sont préoccupants pour eux et qui les indignent. Alors, ce besoin d'autorité face à une crise du résultat politique, il va se nourrir de deux tendances un peu différentes et qui sont étroitement liées. La première tendance qu'on identifie assez clairement dans cette enquête, c'est une crise accrue de la représentativité. Évidemment, elle n'est pas propre à la jeunesse, elle est partagée, hein, certains l'observent très très bien, mais on voit qu'elle est quand même assez frappante dans cette catégorie de la population, cette jeunesse qui imagine finalement de moins en moins que quelqu'un d'autre qu'elle-même puisse la représenter, qu'elle soit politique ou non d'ailleurs, et représenter son expérience individuelle, qui mieux que moi aujourd'hui pour me représenter, c'est, je dirais, un peu le leitmotiv, le constat porté par cette jeunesse-là. Or moi, vous me permettrez une petite parenthèse, je sais que le temps file, j'ai l'horloge en tête, mais je voudrais m'arrêter sur ça parce que cette crise de la représentativité, elle montre aussi que cette jeunesse, c'est un peu le produit aussi d'une société, d'une construction sociale que l'on a pensé ou pas pensé, mais qui est là. Cette société, à mon avis, c'est aussi cette société de la surpersonnalisation des expériences de vie. Nous, on le voit dans le cadre des études d'opinion ou de marché. On a ce mythe de l'autonomie de l'individu qui va conduire à regarder
le monde social au travers d'expériences et de plus en plus d'expériences cloisonnées. On n'a jamais autant travaillé sur des expériences clients, expériences patients, expériences étudiants. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une société qui va s'adresser de manière assez frappante à l'individu, à ce qu'il ressent, à ce qu'il pense et à ce qui pourrait lui plaire. Ce que je trouve intéressant, c'est que vous n'avez pas aujourd'hui une seule application, par exemple, pour reprendre un usage assez fréquent chez les jeunes, une seule application, vous n'avez pas un algorithme derrière qui tourne et qui est censé vous faire tomber automatiquement sur un contenu qui doit vous intéresser. Ça paraît, je dirais, un peu anecdotique, mais je pense que ça révèle assez bien comment dire, le modèle que l'on entretient. À partir du moment où vous tombez sans arrêt sur ce qui est censé vous intéresser, finalement, vous amplifiez le mouvement qui consiste à dire l'altérité qui peut me déranger, j'en ai plus l'habitude et je le refuse. Et à partir du moment où vous surpersonnalisez les expériences, finalement, vous vous dites, on s'adresse essentiellement à moi, on me reconnaît dans mon ultra-singularité, et par conséquent, comment je peux imaginer légitime de déléguer mon pouvoir d'action, de représentation, de mobilisation à quelqu'un d'autre, parce que, encore une fois, je répète, qui mieux que moi pour me représenter. Je referme cette petite parenthèse. Donc, effectivement, une crise de la représentativité. Et donc, vous avez une écrasante majorité des jeunes aujourd'hui qui louent certains modèles démocratiques directs. Redonner le pouvoir direct aux citoyens, c'est une adhésion absolument massive auprès des 18-30. Je crois qu'on est entre 63 et 70% qui pensent que ça devrait être aux citoyens de décider de ce qui est le mieux pour le pays directement. Alors, on n'est pas rentré dans les modalités institutionnelles d'organisation, etc. Mais c'est intéressant de voir qu'il y a une adhésion assez massive à cette idée-là. Donc, une crise de la représentativité qui est liée, vous comprenez, je pense, assez vite où je veux en venir, mais qui est liée à une crise du politique. Et ça, c'est assez frappant. Il y a une forme de vanité du vote aujourd'hui exprimée par la jeunesse. Voter ne sert plus à rien parce que voter ne change pas la vie. Donc, on a une forme d'exil électoral et une abstention assez massive qui suit une tendance globale, évidemment, puisque on se rend compte que le taux d'abstention n'a jamais cessé de croître sur les 10-15 dernières années aux différentes élections, hormis les élections européennes dernières. Mais on a vraiment le sentiment qu'on a un mouvement d'abstention extrêmement fort. Les jeunes en sont en partie l'explication. Pour vous donner un ordre d'idée, vous avez 83% des jeunes qui se sont abstenus aux dernières élections régionales. C'est un taux extrêmement élevé. Et en termes de taux de participation pour l'élection présidentielle, vous avez quand même, alors je n'ai plus le chiffre exact en tête, je pourrais vous le retrouver, mais un certain nombre de jeunes qui déclarent dès 100 jours avant le premier tour déjà de savoir ne pas aller voter aux prochaines présidentielles. Je crois qu'on est à 40, un peu plus de 40% des jeunes qui refuseraient aujourd'hui d'aller voter à la prochaine échéance électorale, ce qui est assez historique, et ce, comme je disais, à 100 jours du premier tour. Ça, c'est les chiffres de mes confrères de l'IFOP. Une fois qu'on a parlé de ce doute démocratique, parlons des conséquences. On a commencé à le voir, une adhésion à des formes de démocratie directe, une crise politique et donc une abstention, un exil électoral. Alors, peut-être une petite parenthèse, ça ne veut pas dire que les jeunes n'iront plus jamais voter ou que les jeunes ne vont pas voter. Évidemment, alors, si on regarde l'histoire du vote en France, les jeunes ne sont pas forcément la catégorie de la population qui s'est le plus abstenue. On a parfois même des jeunes qui ont voté beaucoup plus que leurs aînés à certaines élections. En tout cas, effectivement, il y a une forme de rapport au vote assez erratique des jeunes, c'est-à-dire qu'on est, ça pour le coup, c'est peut-être un élément d'optimisme, mais on est face à une abstention de circonstances pour les jeunes. On va voter quand on en a, entre guillemets, envie, quand on repère assez vite et assez bien les enjeux, et donc ça rend
pour le coup, l'analyse des sondages et le travail des sondeurs assez compliqué, puisque voilà, on a une très peu de lisibilité sur le comportement électoral des jeunes, et je pense à l'avenir des Français aussi. Troisième conséquence, au-delà de l'abstention, c'est une idée assez forte qu'on présente dans le livre aussi, c'est cette tentation de la radicalité. Je pense que ça, c'est important aussi d'avoir en tête cette notion un peu de radicalité qui n'est pas forcément négative. Je pense qu'il y a des radicalités qui sont bienvenues et nécessaires. On l'a vu, hein, ils sont quand même radicalement optimistes par rapport à leurs aînés. Mais là, pour le coup, d'un point de vue démocratique, on a le sentiment que on a des jeunes qui sont de plus en plus en adhésion à des régimes plus autoritaires, synonyme de plus d'efficacité. Donc, ce n'est pas une adhésion de principes et de valeurs, c'est, je dirais, une adhésion presque de rationalité, c'est-à-dire on a tout essayé, il faut du coup plus d'autorité pour que ça soit plus efficace, et qui adhère davantage à des modèles assez, comme je disais, autoritaires, voire parfois assez plus qu'autoritaires, puisque vous avez quand même plus d'un jeune sur deux qui estime qu'avoir à la tête du pays un chef qui n'a pas à se préoccuper d'un parlement et des élections serait un bon système. C'est quand même assez préoccupant. Il faut évidemment prendre ces chiffres avec précaution, mais c'est quand même assez intéressant d'avoir en tête cette tendance-là. Pareil, 34% aujourd'hui des jeunes estiment que l'armée dirige le pays puisse être une bonne solution. Donc, une tentation, en tout cas une adhésion un peu plus importante par rapport aux années précédentes à ce type de régime. Et enfin, la dernière conséquence, c'est toujours liée à la radicalité, c'est la perméabilité à une forme de violence qui doit s'observer, comme je disais, je pense, en regard d'une défiance et d'une impuissance du politique qui, selon moi, n'institutionnalise plus du tout le débat pour la jeunesse, qui n'est plus du tout le lieu de l'institution du débat social, du débat politique, du conflit social même. Et donc, vous avez là aussi une forme de légitimité morale exprimée par la jeunesse qui se dit qu'à partir du moment où le politique et où les institutions ne représentent plus le conflit, le débat politique, c'est aux citoyens d'agir. Et par conséquence, vous avez 52% aujourd'hui des jeunes qui disent que dans le cas d'un mouvement citoyen, seule une certaine forme de violence peut permettre de faire avancer les choses aujourd'hui. Je pense qu'il faut replacer évidemment tout ça dans un contexte assez global, mais voilà, c'est une jeunesse en tout cas qui doute de plus en plus de nos institutions délibératrices. Je termine avec deux enjeux qui me tiennent aussi particulièrement à cœur et qui, je pense, vont assez bien illustrer ce que l'on vient de se dire. Premier élément, c'est le rapport des jeunes à l'environnement. Je vous en parle tout de suite parce que, pour le coup, il nuance, je dirais, les idées qui pourraient être générées par ce qu'on vient de se dire, c'est-à-dire une désintégration, entre guillemets, civique de la part de la jeunesse ou une dépolitisation de la part de la jeunesse, ce qui serait évidemment un peu rapide et assez erroné. Et l'environnement nous montre qu'effectivement, on est face à une jeunesse qui, pour le coup, n'a jamais été aussi engagée. On a des taux d'engagement aujourd'hui sur cette question-là qui sont, pour le coup, aussi assez historiques. Voilà, c'est une fracture, là aussi, désirable par rapport à leurs aînés, puisqu'on a un taux d'engagement là qui est assez supérieur et qui est revendiqué assez fortement. Un jeune sur 5 aujourd'hui est prêt à donner sa vie pour le climat. Alors, on a posé cette question en se disant ça peut être marrant, et on s'est dit, bon, maintenant, comment on analyse ça? On n'a toujours pas trouvé comment on l'analyse, donc je vous laisse le chiffre et la tendance, mais voilà, vous avez un jeune sur 5 aujourd'hui qui est prêt à risquer sa vie, donc on a un engagement presque jusqu'au boutiste de la part de cette jeunesse sur cet environnement-là. Alors, l'environnement, voilà, est-ce qu'on est sur une génération Greta ou une génération c'est pas ma faute? Moi, je pencherais plutôt sur la génération c'est pas ma faute, encore une fois parce que je ne crois pas trop en cette guerre intergénérationnelle sur cette question-là, au contraire. C'est la génération c'est pas ma faute parce que si les catastrophes naturelles que l'on connaît, elles sont pas nouvelles, il y a l'idée finalement que la jeunesse hérite d'un enjeu et s'estime être
acteur naturel et légitime à s'engager. Et la question de la légitimité dans l'engagement de la jeunesse est assez fort, assez rare, puisque c'est assez rare finalement de percevoir et de mesurer voilà, un sentiment de légitimité auprès de la jeunesse dans une action citoyenne. Là, pour le coup, sur l'environnement, ils se sentent complètement légitimes. On a un taux d'engagement de plus de 70% sur les 18-30 qui déclarent être engagés sur la question de la lutte contre le réchauffement climatique. Donc, un engagement extrêmement fort parce qu'une légitimité absolument ressentie. Deuxième élément de réponse, c'est en relation avec ce que je vous disais sur le caractère, comment dire, méfiant vis-à-vis aujourd'hui des pouvoirs politiques, l'engagement sur l'environnement est l'expression d'une ode à l'action individuelle. Et c'est d'ailleurs par l'environnement qu'ils vont concrétiser cette action individuelle qui est finalement la réponse, encore une fois, à l'impuissance et à l'insincérité de l'engagement des pouvoirs publics. Donc, c'est le retour du citoyen acteur, finalement, face au manquement du politique et des politiques. D'ailleurs, pour vous donner deux, trois éléments, mais vous avez 10% aujourd'hui seulement des jeunes qui font confiance aux mouvements et aux partis politiques pour trouver des solutions efficaces, pour agir, 10%, donc c'est quand même assez peu. Si on regarde le bilan du quinquennat actuel, vous avez quand même des scores qui sont extrêmement, pour le coup, négatifs. 2% des 18-30 estiment que le bilan sur l'écologie sous le quinquennat d'Emmanuel Macron est positif. Donc, c'est quand même assez sévère. Et vous avez une adhésion, il faut le dire, assez molle aussi aux mouvements politiques tels que Europe Écologie Les Verts, parce que finalement, on s'aperçoit que prime beaucoup plus la défiance politique globale, même si ce parti bénéficie d'une notoriété, d'une image assez positive auprès des jeunes, ça ne suffit pas finalement pour les engager. Donc, un engagement en faveur de l'écologie qui se décrit, qui se traduit par un engagement individuel. C'est le citoyen qui doit agir beaucoup plus que l'État et beaucoup plus que les entreprises sur la question environnementale pour changer les choses. Dernier point sur cette question de l'engagement et pour passer à la question du travail, c'est du coup les leviers de l'engagement qu'on détermine à travers cette enquête et que l'environnement montre assez bien. Premier levier d'engagement, c'est que les jeunes aujourd'hui ont besoin d'un cadre assez défini pour pouvoir s'engager. C'est-à-dire qu'il y a une maîtrise, une volonté de maîtriser son engagement qui est assez fort. Deuxième levier, c'est que la jeunesse, pour s'engager, a besoin de percevoir l'efficacité du résultat. On a une jeunesse qui ne s'engage plus pour un idéal. Et ça, c'est un indicateur dont je ne vous ai pas parlé au tout début, mais c'est une jeunesse qui est plus du tout idéologique, et qui est d'ailleurs et qui est plus du tout non plus en phase avec cette idée qu'il faut dans la vie avoir un idéal. On est sur une jeunesse désidéalisée, et c'est intéressant de le voir, et ça se traduit dans ces formes d'engagement. Donc une efficacité non plus pour un idéal, un engagement non plus pour un idéal, mais un engagement qui donne des résultats très vite. Donc ça, c'est le deuxième levier. Et enfin, le troisième et dernier levier qui me semble intéressant et là aussi assez singulier, c'est que les jeunes, pour s'engager, ont besoin de pouvoir se raconter dans l'engagement. Il y a une dimension de storytelling, une dimension narrative dans l'engagement qui est extrêmement forte, qui est extrêmement puissante et qui d'ailleurs m'amène à ce dernier point sur l'environnement qui montre que cette jeunesse, elle déplace et elle réinvente les espaces politiques et de mobilisation. En ça aussi, elle est diffusionniste, puisque sur l'écologie, il y a une réinvention des espaces de l'engagement qui sont extrêmement forts, individuels, on l'a dit, mais c'est aussi là que les jeunes bousculent les codes d'expression et d'investissement politique, des mouvements de contestation qui partent du citoyen, avec la marche pour le climat, des boycotts, qui émanent principalement
de la jeunesse et qui ont fait d'ailleurs parfois polémique, notamment ici à Paris. Et puis, deuxième registre, c'est même dans la diffusion et dans la prise d'information, les jeunes bouleversent un petit peu les codes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la population française, pour s'informer globalement sur l'actualité, sur ces enjeux, utilise des canaux qui sont traditionnels, c'est-à-dire la télévision, la radio, la presse écrite. Pour les jeunes, c'est identique lorsqu'on leur parle de l'actualité au global. Par contre, lorsqu'on leur parle d'environnement, ils sont 47% à s'informer sur les réseaux sociaux. Et donc, il y a un déplacement aussi des sources d'information par rapport à cet enjeu-là qui me semble assez intéressante et qui, finalement, nous interroge aussi sur le niveau d'information aujourd'hui dans les canaux traditionnels, de la présence, je dirais, de la question environnementale. Je termine mon exposé. J'ai 5 minutes, si Maxime et Pierre, vous me le permettez, je vais très vite. Merci. Du coup, sur la question du travail, puisqu'on vient de voir l'enjeu de l'environnement et on voit qu'à travers ça, cette jeunesse, elle influence et elle impacte beaucoup les choses. Sur la question du travail, on voit inévitablement qu'elle modifie l'organisation du travail, le rapport au travail. Et ça me semble absolument passionnant. Là, pour le coup, je suis très heureux de vous en parler et je termine par cela parce que, pour le coup aussi, je dirais, les personnes qui nous interrogent sur l'enquête, ce n'est pas une partie qui est très, en tout cas pour eux, qui attise l'intérêt de ces personnes-là. Or, je pense vraiment que la jeunesse réinvente un rapport au travail qui est assez intéressant. Le premier point, c'est qu'on est quand même face à une jeunesse. Alors là, on va parler des jeunes qui travaillent. Donc, effectivement, on est face à une jeunesse un peu différente. C'est-à-dire qu'on ne parle pas des jeunes étudiants, mais on parle plutôt de ceux qui sont rentrés sur le marché du travail. Donc, c'est vraiment une partie assez restreinte et particulière. Sur cette question-là, cette jeunesse au travail, c'est une jeunesse qui est plutôt heureuse, là, quelles que soient les catégories de la sociologique, quelles que soient les catégories sociales et professionnelles, on a une jeunesse plutôt heureuse au travail, qui a un taux de satisfaction au travail assez important. Autant des jeunes de formation Bac+5 que des jeunes qui n'ont pas de formation ou qui ont des formations beaucoup plus courtes. On a vraiment une jeunesse assez entre guillemets, épanouie dans le monde professionnel. Le niveau de satisfaction au travail chez les moins de 30 ans, il a toujours été inférieur aux plus de 30 ans jusqu'en 2010. Et à partir de 2010, on a un alignement, voire en tendance, un dépassement d'un taux de satisfaction au travail. Et pour moi, cette satisfaction, c'est un bon point de départ pour montrer qu'elle se nourrit surtout d'une vision très singulière du monde du travail qui va se déployer à 2 niveaux qui me semblent absolument fondamentaux. Le premier niveau, c'est que ces jeunes bouleversent un petit peu l'organisation du travail et des expériences de vie telles qu'on l'a connue. On a, sur ces 10 dernières années, cessé de parler, voire plus d'ailleurs, cessé de parler des expériences des temps de vie et de la conciliation des temps de vie, temps professionnel, temps personnel. Sauf que c'est une perception que les jeunes à laquelle les jeunes n'adhèrent pas du tout. C'est-à-dire qu'à force de concilier les deux, on a construit des espaces-temps et des espaces géographiques assez hermétiques, c'est-à-dire qu'il y a le temps du travail, le temps personnel, des espaces de travail, des espaces de la vie personnelle. Or, les jeunes ne sont plus du tout dans cette logique de conciliation, mais ils sont beaucoup plus dans une logique de réconciliation des temps de vie. Et ça va être déterminant, je dirais, dans la manière dont ils vont voir le travail et dont ils vont engager aussi des nouvelles attentes envers les entreprises. Réconciliation des temps de vie, ça veut dire qu'il y a une interpénétration aujourd'hui de l'expérience personnelle et de l'expérience professionnelle. Ce qui est intéressant de voir, c'est que dans l'enquête, on a une fidélité extrêmement forte des jeunes à leur entreprise. Ils ont une image plutôt bonne de leur entreprise dans laquelle ils travaillent, ou institution ou organisation dans laquelle ils travaillent, beaucoup plus
que leurs aînés. Ils sont beaucoup plus prescripteurs de leur entreprise, de l'organisation dans laquelle ils travaillent que leurs aînés. Pour autant, ils ont une fidélité un peu particulière, c'est-à-dire qu'ils sont beaucoup plus prompts à dire, ben voilà, moi, si demain on m'offre quelque chose d'autre ailleurs, j'y vais sans problème. D'ailleurs, le temps de travail idéal pour un jeune dans une entreprise, c'est 2 à 5 ans, quel que soit le moment de la carrière. Et ça, c'est intéressant puisque ça restructure aussi ce que nous, on appelle là le plan de carrière. D'ailleurs, si vous allez aujourd'hui sur le site de grandes entreprises, on ne parle plus de carrière, on parle de parcours et de parcours professionnel. Et ça montre bien aussi, là encore une fois, voilà, qu'il y a une modification aujourd'hui de la perception du travail par les plus jeunes. Et enfin, et c'est mon dernier point, à partir du moment où vous avez cette interpénétration, vous avez de nouvelles exigences, puisque vous ne considérez plus forcément que votre travail, c'est votre travail et votre vie personnelle est votre vie personnelle. Vous souhaitez retrouver dans le travail des aspirations, des engagements que vous avez dans votre vie personnelle. Et ce qui est intéressant, c'est de voir effectivement qu'il y a de nouvelles exigences d'engagement auprès des entreprises. Alors là, je parle évidemment plutôt du secteur privé, mais aujourd'hui, on a un engagement du secteur privé qui est quand même extrêmement fort vis-à-vis de l'impact social, sociétal, etc., pour cause de modification aussi du marché du travail et d'exigences extrêmement identifiées auprès de la jeunesse. Et enfin, le dernier point, et j'ai commencé par vous l'évoquer, c'est que ces jeunes, ils bouleversent non seulement le rapport au travail, non seulement les exigences des entreprises, mais ils bouleversent aussi la vision, je dirais, du travail, puisqu'on est, selon moi, passé d'une vision carriériste à une vision d'expérience du travail. Je vous parlais tout à l'heure de fidélité, je dirais, assez courte, 2 à 5 ans. Mais c'est intéressant de voir que ça, c'est quelque chose qui est là, pour le coup, en rupture avec leurs aînés et qui émane d'une nouvelle vision. C'est-à-dire que les jeunes décrivent le travail beaucoup plus comme une expérience. Je vis une expérience que mon entreprise me propose. On me propose une expérience et non pas forcément une évolution, une carrière. Donc, lorsque cette expérience s'achève, je peux aller finalement en vivre une autre et mettre à profit dans d'autres structures l'expérience que j'ai vécue. Alors, le CDI, on le voit dans l'enquête, reste assez bien plébiscité, mais ce qu'on voit émerger de plus en plus, du coup, c'est un modèle hybride, puisqu'on nous a dit dans l'enquête, notamment en enquête qualitative, finalement, un CDI, c'est un CDD renouvelable tous les jours. Et c'est un peu cette vision-là, parfois, que les jeunes ont tendance à épouser. Et donc, voilà, on a un travail qui devient une expérience et qui fait sens, du coup, et qui a une exigence de sens. Et le sens du travail, c'est le sens pour soi. Donc, on l'a dit, cette entreprise, ou le monde du travail, pardon, qui réconcilie tout, les temps de vie, les aspirations, ça leur crée une certaine difficulté. Pour le coup, on travaille pour un certain nombre d'entre elles, de se dire, maintenant, finalement, on est devenu un acteur total, c'est-à-dire qu'on doit à la fois être l'expression, l'émancipation d'une mission professionnelle, etc., tout comme l'expression de valeurs, d'engagement sociétal. Donc, ça brouille aussi un petit peu les pistes et finalement, ça déstructure, je dirais, l'engagement des entreprises qui devient un acteur un peu à part entière. Voilà. Donc, au travers de l'environnement et du travail, je voulais vous montrer finalement que, en dépit d'une jeunesse qui est incertaine et qui connaît des doutes et des craintes, on a quand même une jeunesse qui ne cesse d'influencer et de modifier aussi un certain nombre de rapports aux choses. Et je pense que cette reconnaissance du caractère un peu diffusionniste de cette jeunesse, c'est peut-être l'un des enjeux qui animera les débats dans l'avenir. Voilà. J'espère que je n'ai pas été trop long. Je vous remercie de votre attention et je suis à votre écoute pour les questions. Merci. Merci beaucoup. Alors, vous avez été trop long, mais c'était très intéressant, donc on ne vous a pas coupé la parole. Mais je vois que déjà le chat, il y a de nombreuses questions sur le chat, donc on va passer sur la phase de questions. Rapidement, je vous rappelle les règles du jeu. Donc, utilisez le bouton, alors selon votre interface, soit vous avez 3 petits points avec indiqué plus,
soit un petit smiley qui vous permet d'appuyer sur le bouton lever la main. Et vous pouvez donc prendre la parole. Je vous rappelle que les échanges sont enregistrés, donc si vous ne souhaitez pas apparaître, pensez à éteindre votre caméra. On va prendre des questions par salve de 2 ou 3 questions et laisser l'intervenant répondre. Essayez d'être bref dans vos questions. Et puis, vous pouvez aussi poser des questions sur le chat qu'on essaiera de poser au fur et à mesure. Et on a d'ores et déjà 4 questions et je vais commencer les hostilités avec ces questions-là peut-être, puisqu'elles ont été posées depuis un petit moment. Une question sur la catégorie des jeunes qui a été présentée pendant cet exposé comme une catégorie assez homogène. Vous disiez même que la jeunesse a conscience de sa singularité, qu'il y a une sorte de conscience de classe d'âge, pour utiliser une expression marxiste. Donc, est-ce qu'il n'y a pas pourtant des clivages au sein de cette catégorie d'âge? Est-ce qu'on a, dans certaines des tendances que vous montrez, il y en a qui peuvent sembler paradoxales ou en tension? Donc, est-ce qu'il y a des types de jeunesse, des clivages au sein de cette jeunesse? Est-ce que, par exemple, il y a une différence entre les jeunes de métropole et les jeunes de territoires plus ruraux? Est-ce qu'il y a un clivage entre les gagnants et les perdants de la mondialisation? Une autre question sur l'optimisme qui a semblé étonner des participants. Qu'est-ce qui fonde l'optimisme des jeunes dans l'avenir, étant donné leur engagement, notamment sur l'aspect climatique? Et puis, sur cette question climatique et sur le rapport à la politique, est-ce que les jeunes s'abstiennent par naïveté ou par méconnaissance de l'importance du vote et des institutions et de leur marge de manœuvre? Ou est-ce qu'on est dans une critique radicale du système actuel qui vraisemblablement est incapable de faire face à l'enjeu climatique? Et est-ce que par rapport à cette question climatique, il y a une tension entre des jeunes qui seraient plutôt pour une forme d'internationalisme et des jeunes qui seraient plutôt partisans d'un souverainisme d'autoritarisme, ce que vous disiez tout à l'heure sur l'efficacité du gouvernement. Donc, on a donc ces 3 premières questions qui sont déjà très riches et j'ai bien vu que des gens avaient déjà levé la main. Oui, merci beaucoup Pierre, merci pour ces premières questions. Alors d'abord sur le clivage, effectivement, je voulais rappeler au tout début parce que j'allais pas avoir forcément le temps d'y revenir par la suite dans tout le détail de l'exposé. Ce que je vous ai présenté pour le coup, c'est des points sur lesquels il y a très peu de clivage sur l'appréhension des différents enjeux, c'est-à-dire sur les valeurs, sur l'environnement, sur le travail, sur ce que j'ai appelé le durcissement sociétal, cette vision de la société très inégalitaire, pardon. Pour le coup, il y a assez peu de disparités à l'intérieur de cette jeunesse. Pour autant, et j'ai commencé un peu par vous l'évoquer, je vais le rappeler, sur les premiers indicateurs, on a effectivement le sentiment, comme vous l'avez un peu formulé, qu'il y a des gagnants et des perdants, mais je dirais même plus que cela, il y a ceux qui se reconnaissent, je dirais, comme des gagnants d'un modèle qu'on est en train de construire, et ceux qui se reconnaissent non pas forcément comme des perdants, mais qui ne sont pas forcément non plus en phase avec ce qui est proposé aujourd'hui. Je vous parlais tout à l'heure de cette surpersonnalisation des expériences de vie. Moi, je trouve que ce qui est assez frappant et assez en fracture en interne même de la jeunesse, c'est le mythe de l'autonomie et de la mobilité. Là, pour le coup, vous avez effectivement deux tendances assez frappantes entre des jeunes qui sont dans cette logique de surmobilité au sens très large, pour reprendre l'idée de la mondialisation, etc., surmobilité géographique, surmobilité territoriale, surmobilité professionnelle, parfois même surmobilité idéologique, puisque vous avez parfois des gens au parcours très différents, et vous avez des jeunes qui, au contraire, subissent un petit peu, je dirais, l'aspect un peu normatif aussi de cette mobilité qu'on ne cesse finalement
je dirais, de mettre en avant. Donc oui, vous avez, je dirais, plus que des clivages, là pour le coup, sociodémographiques, mais vous avez en tout cas un clivage dans l'appréhension déjà voilà, de cette ode un peu à la mobilité. Deuxième élément de réponse, oui, vous avez des perdants, oui, vous avez des gagnants, comme je le disais. Puis vous avez surtout le sentiment d'être ou non intégré à la société avec différents indicateurs. J'ai commencé par vous le dire, mais sur le sentiment de bonheur, par exemple, ou d'épanouissement personnel, c'est extrêmement frappant de voir qu'il est corrélé, même si on a des scores qui sont quand même assez hauts pour toutes les catégories de la jeunesse, mais qui sont assez corrélés entre la vision de sa place dans la société. Et ce n'est pas forcément, je dirais, que le niveau de diplôme, etc. Mais c'est aussi le sentiment de fierté. Et ça, c'est intéressant parce que vous avez des gens qui sont des jeunes, par exemple, issus de milieux modestes ou de la ruralité, qui ont un sentiment de fierté. Donc, je dirais que la structuration de l'opinion et de la perception, elle se fait beaucoup moins sur des catégories de classe sociale, mais plus sur le sentiment de fierté et d'appartenance à un collectif. Il y a une batterie de questions sur la perception de la France, j'en ai pas parlé aujourd'hui, mais qui est extrêmement frappante et là aussi assez déterminante. C'est-à-dire que plus vous êtes fier d'appartenir à la France, ou plus vous avez un regard par rapport à votre pays qui est positif, plus vous avez le sentiment qu'on est dans une société inclusive malgré tout, plus vous avez finalement le sentiment d'être épanoui. Donc ça, c'est sur la question des clivages. Je rajouterai deux éléments sur la question, deux éléments pardon, sur la question des clivages. C'est sur la question des territoires, pour le coup. Effectivement, on a un clivage de temps en temps entre des jeunes issus du monde rural et des jeunes qui sont issus des grandes agglomérations. Pour autant, c'est vraiment à la marge. Sur l'environnement, on a une surreprésentation, par exemple, des jeunes issus des grandes villes qui se déclarent plus engagés et une sous-déclaration des jeunes issus de la ruralité qui se déclarent un petit peu moins engagés en tendance. Moi, je pense que c'est du déclaratif, et en plus de ça, ce n'est pas une question vraiment de réalité d'engagement, je pense que c'est plutôt une question de perception, c'est-à-dire que tous les outils qui permettent d'objectiver un engagement pour l'écologie, peut-être que dans le milieu urbain, ces outils-là sont plus importants que dans l'espace de la ruralité. Je vous donne un exemple très simple. Nous, on fait beaucoup d'entretiens de focus group avec des jeunes. Certains vous disent, c'est pour ça qu'il y a une grande différence entre engagement et engagement, mais certains vous disent, moi, je n'ai jamais eu une voiture, j'ai toujours pris des transports en commun et toute ma vie, je prendrai les transports en commun. Et c'est ça mon engagement pour l'écologie. Bon, quelqu'un qui est issu du monde rural, comme moi d'ailleurs, la question des transports en commun ne se pose pas dans les mêmes termes. Donc voilà, je dirais que c'est juste une question aussi d'outils qui objectivent un peu cet engagement. Et le dernier clivage en interne de la jeunesse, c'est, je dirais, le niveau d'information. C'est-à-dire que vous avez effectivement une différence sur un ensemble de sujets, quand on leur demande s'ils sont engagés, s'ils ont eu, voilà, entre ceux qui, de manière assez attendue, s'estiment informés sur le sujet et ceux qui, pour le coup, ont le sentiment de ne pas l'être suffisamment. D'ailleurs, juste une petite parenthèse, mais sur l'environnement, on dit que les jeunes sont très engagés, je vous l'ai dit, c'est vrai. Pour autant, vous avez une majorité aujourd'hui de jeunes qui ne se déclarent pas assez informés sur la question. Voilà. Et là, sur la question de l'engagement sur l'environnement, vous avez aussi une rupture entre ceux qui s'estiment très informés et ceux qui ont le sentiment de l'être beaucoup moins. Sur la question du ressort de l'optimisme maintenant, je pense qu'il y a deux éléments de réponse. Premier élément de réponse, c'est le fait qu'ils sont absolument convaincus des transformations qui sont en cours. Et de manière assez intéressante, tant qu'on est dans une dynamique, ça c'est la perception plutôt que l'on a nous, un type d'opinion, mais tant qu'on est dans une dynamique, il y a une perception assez positive de la part de la jeunesse. Et cette dynamique-là, elle est de deux sortes. Un bouleversement des rapports au travail, je l'ai dit, et deux, un bouleversement aussi des rapports à l'entreprise, aux organisations,
aux institutions. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment le sentiment que tout évolue, que tout change et qu'entre guillemets, il y a un coup à jouer, quoi. Et ça, c'est assez frappant dans les résultats, puisqu'ils sont quand même extrêmement force de proposition et qu'ils épousent sans arrêt, de manière assez frénétique d'ailleurs, toutes les nouvelles façons à la fois de communiquer, à la fois de se mobiliser, etc. Donc, on a aussi le sentiment que cette jeunesse, elle n'est pas dans une forme de léthargie et que c'est aussi pour ça qu'elle reste assez optimiste par rapport à l'avenir. Et le deuxième élément qui me semble assez important sur l'optimisme, c'est qu'ils ont en tête quand même des indicateurs, pour le coup, un peu assez rationnels. D'ailleurs, ceux qui pensent que les jeunes sont complètement déconnectés, qui ne savent pas la chance qu'ils ont, etc. C'est quand même une jeunesse qui est née dans une sémantique de la crise. C'est-à-dire que cette jeunesse-là, 2021, elle est née dans une crise économique, écologique, sanitaire, environnementale, qui existait avant. Mais ce qui change, et c'est un peu en rapport avec cette idée d'accélération du temps, ce qui change, c'est qu'il y a une urgence d'y répondre. Et finalement, cette urgence-là, cette envie de répondre très vite, les force d'une certaine manière aussi à garder espoir. Enfin, sur l'abstention, moi, je ne sais pas si c'est l'un ou l'autre. Est-ce qu'il y a une tension sur des internationalistes et des souverainistes? Très honnêtement, je ne pourrais pas vous dire parce que dans l'étude, on n'a pas les données qui me permettent de l'affirmer. Donc, voilà, je ne pourrais pas vous répondre. Par contre, ce qui est sûr, c'est que cette réponse, en tout cas ce doute démocratique, il ne se nourrit absolument pas, il ne décrit absolument pas une remise en cause, je dirais, comment dire, de valeurs associées à ces grands principes, au fait qu'il faut trouver des consensus, etc. C'est vraiment une crise du résultat politique vis-à-vis des enjeux qu'ils identifient. Et encore une fois, c'est assez frappant, on a dit sur l'environnement, mais sur un tas d'autres sujets, on a parlé des inégalités, on est vraiment face à une impuissance du politique à répondre aux enjeux de notre temps. Et donc, ça enjoint certains, comme on l'a dit, à épouser une forme d'autorité et d'autres à légitimer une action citoyenne, parfois même conduisant à une violence. Moi, j'ai une question à vous poser. Vous avez parlé de fractures à l'intérieur de cette génération. Au terme du travail que vous avez mené, par rapport aux indicateurs on va dire sociodémographiques qui servent généralement à décrire, donc on met de côté l'âge là, mais le genre, le niveau de diplôme, donc le niveau de diplôme est derrière la qualification, la formation, le lieu, c'est-à-dire rural, petite ville, ville moyenne, etc. Le milieu social, l'origine sociale, quel est, de votre point de vue, l'élément le plus déterminant? C'est-à-dire si vous aviez à dire, voilà au fond l'élément qui permet de différencier le plus dans les valeurs, dans les positions, etc. Au terme de votre travail, vous diriez quoi? Alors, vous pouvez me répondre joker, hein. Je vais appeler un ami, Frédéric Dabi. Non, merci pour cette question. Alors, non, j'ai un élément de réponse. Moi, en tout cas, ce que je trouve assez structurant, mais encore une fois, qui ne se retrouve pas toujours dans les analyses que je viens de vous livrer, c'est le clivage de genre. Et ça, c'est très, très net sur un certain nombre de questions. Pour le coup, on a parfois des perceptions bifides, vous savez, comme la langue du serpent qui se coupe en deux entre effectivement la jeunesse féminine et la jeunesse masculine, c'est-à-dire vraiment une structuration autour de la question du genre qui est assez frappante. Je vous donne un exemple sur l'optimisme. Alors, même si les scores restent pour les deux femmes-hommes assez hauts, on a quand même une ventilation et des tendances beaucoup plus à la hausse chez les hommes que chez les femmes. Et d'une certaine manière,
cet optimisme un peu voilà, de principe, tout ça, et cette différence entre hommes et femmes, elle va se retrouver tout au long de l'étude, sans marquer de réel clivage, c'est-à-dire ce que nous, on appelle statistiquement représentatif, c'est-à-dire qu'on pourrait dire, voilà, là, il y a vraiment de manière sûre une différence de perception entre les femmes et les hommes. En tendance, on a effectivement, sur certaines questions, des divergences. C'est, à mon sens, le seul indicateur, en tout cas, là où je vois vraiment des différences en tendance assez importantes. Sur le reste, est-ce que c'est lié au fait qu'on a posé des questions sur lesquelles, effectivement, ils ont plus une appréhension similaire, quel que soit le niveau de diplôme ou les catégories d'agglomération qui ne permettent pas en fait d'exprimer une forme de divergence, ou est-ce qu'elle n'existe pas? Ça, je ne peux pas vous le dire. Parfois, on a quelques indicateurs, je voulais rappeler sur la question du monde rural, sur l'enjeu environnemental, mais très honnêtement, sur la crise sanitaire, sur les questions démocratiques et sur les valeurs, on a quand même assez peu de différence. Voilà. Mais le genre, moi en tout cas, c'est quelque chose qui m'interpelle. Et pour vous mettre dans la confidence, même si on est des dizaines, on réfléchit en tout cas sur un deuxième ouvrage qui, pour le coup, peut-être rentrerait un peu plus sur cette question du genre au sein de la jeunesse. Merci. On a une question de Madame Patricia Paradis, à qui je laisse la parole. Oui, bonsoir. Vous m'entendez? Oui. Très bien. Donc, je suis maire adjointe sur la commune de Launaguet. Quand vous parlez de mouvement citoyen qui ne peut déboucher qu'avec une certaine forme de violence, si je ne me suis pas trompée, pour 52% des jeunes interrogés, est-ce qu'ils font référence à des mouvements passés ou en cours? Merci Patricia pour cette question. C'est effectivement… Alors, déjà, pour replacer des choses, les jeunes ne sont pas en adhésion à la question de la violence. Ça, c'est le premier point. Je pense qu'ils sont plus dans une perméabilité à l'idée selon laquelle la violence peut être nécessaire. Mais il faut la lire, il faut lire cette adhésion-là à travers cette défiance et cette incapacité, encore une fois, aux institutions aujourd'hui à répondre efficacement aux enjeux qu'ils identifient. Ce que je trouve assez intéressant, ce qui se trame derrière tout ça, c'est la crise du résultat politique d'une part, mais je dirais aussi, et vous y faites référence, une jeunesse qui a baigné et qui baigne dans un contexte où les mouvements sociaux et collectifs, je dirais, traditionnels, ont perdu aussi de leur aura, ont perdu de leur influence et de leur impact. Nous, on travaille beaucoup sur le taux de syndicalisation dans la société française, notamment auprès des jeunes actifs. C'est assez désastreux. C'est un des corps intermédiaires qui souffre le plus. Mais au-delà de tout ça, c'est des jeunes aussi qui ont évolué et qui ont fait évoluer leur conscience politique dans un contexte de mouvements qui partent de la base des citoyens, c'est-à-dire Podemos, Nuit debout, ses boycotts et ses marches pour le climat, et le dernier mouvement en date, les Gilets jaunes. On a un état d'esprit qui est encore assez structuré par rapport à ce mouvement social dont on a tendance un petit peu à oublier aujourd'hui, mais je trouve qu'il est quand même assez structurant. D'ailleurs, c'est un des événements de la jeunesse qui a le plus marqué, hein, c'est 18-30. Et tous ces mouvements-là, ça dit deux choses. C'est des mouvements qui partent du citoyen, qui sont allés chercher évidemment l'adhésion d'un grand nombre et qui a formé ensuite un mouvement politique, mais c'est à la base un mouvement citoyen, mais c'est surtout des mouvements qui se veulent et qui se revendiquent apolitiques. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune traduction politique à ce genre au sens institutionnel du terme, à ces mouvements-là. D'ailleurs, Nuit debout, on s'en rappelle, avait revendiqué cette désaffiliation à tel ou tel mouvement politique. Les Gilets jaunes, on a vu quand certains ont voulu se présenter à des élections et ont voulu
entrer dans le débat, pour le coup, politique comme on le connaît, ça a été assez catastrophique. Donc oui, cette jeunesse, elle évolue aussi dans ce contexte-là, où finalement, ce n'est pas un contexte de grands mouvements sociaux, politiques. Voilà, ce sont des mouvements de citoyens qui ensuite émanent et parfois même débouchent sur des résultats beaucoup plus probants. Sur la question des gilets jaunes, nous, on travaille encore un petit peu dessus chez Via Voice parce que ça nous semble être assez, encore une fois, assez déterminant du climat actuel et qui va structurer, je pense, assez bien l'avenir. Mais les gilets jaunes, c'est quand même, je ne sais pas combien de semaines de mouvements citoyens, sans d'ailleurs représentation politique, pour aboutir, après chacun jugera les choses, mais pour aboutir aussi à des dizaines de milliards d'euros qui n'auraient jamais pu finalement être proposés si, d'une certaine façon, il n'y avait pas eu ce mouvement-là. Et certains disent, dans ces conditions-là, qu'on connaît tous avec une violence de certains. Donc, on n'est pas une jeunesse face à une jeunesse qui adhère au fait qu'il faut être violent, mais on a une jeunesse qui est parfois, pour reprendre un mot d'un des intervenants, presque résignée de se dire qu'il n'y a presque que ça comme outil présent aujourd'hui pour faire avancer certaines causes. Je peux vous poser une autre question. Il y a un mot que je ne comprends pas dans le travail que vous avez fait, c'est la qualification de diffusionniste. Vous dites une jeunesse diffusionniste. Alors je suis le raisonnement qui est le vôtre, mais je ne comprends pas ce que vous mettez derrière cet adjectif diffusionniste. Voilà. Est-ce que vous pourriez éclairer ma lanterne? Oui, alors c'est peut-être mal dit, mais en gros, c'est un terme qui nous est un peu venu avec Frédéric pour décrire un petit peu les deux mouvements que je vous ai à la fin de mon introduction, pardon, à la fin de mon exposé présenté. C'est-à-dire cette capacité aujourd'hui de cette catégorie de la population 18-30 à diffuser un certain nombre d'idées, de nouveaux comportements, de nouveaux rapports, de nouvelles appréhensions aux choses. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement l'impact, c'est-à-dire la modification concrète, réelle qui émanerait de la jeunesse. On pourrait dire c'est grâce aux jeunes que tel ou tel enjeu ont changé ou que telle ou telle chose se sont améliorées. Pour autant, on a le sentiment que la jeunesse a pu diffuser sur un certain nombre d'enjeux une nouvelle façon de les appréhender et parfois même une nouvelle façon de les définir. Pour vous donner un exemple, toujours sur la question de l'environnement, puisqu'on est un peu sur ça, on a cette question-là, elle date d'une trentaine d'années. Sur les 20 dernières années, quand on pose la question des enjeux prioritaires par rapport à l'environnement aux Français, on a un premier mouvement jusqu'à la fin des années 90, c'est-à-dire environnement égal pollution des airs et des océans. Deuxième mouvement à partir des années 1990 jusqu'au début des années 2000, voire un peu plus, environnement égal nucléaire. Donc, les enjeux prioritaires sur l'environnement, ça devient le nucléaire. Et puis, vous avez aujourd'hui un troisième mouvement qui, je pense, a été porté pour le coup par la jeunesse, qui a diffusé, encore une fois, je pense, son idée et sa vision des choses, environnement égale climat. C'est-à-dire qu'il y a vraiment le sentiment que l'environnement étant un sujet assez large, on fait beaucoup plus le lien aujourd'hui environnement égale climat. Et donc, il y a d'une certaine manière, on appréhende un peu différemment cet enjeu-là. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu clairement à votre question, mais le caractère diffusionniste de cette jeunesse, c'est vraiment cette capacité, je ne sais pas, non pas à changer les choses, ce serait à la fois erroné et en plus un peu facile de le dire de la part d'un jeune en plus, mais c'est peut-être en tout cas d'influencer les termes du débat public
Et ça, je pense que c'est assez intéressant de le souligner. Merci. Je vais donner la parole à un jeune du CODEV, François Saint-Pierre. Oui, est-ce que vous iriez jusqu'à dire que les jeunes sont dans la tendance wokisme, dans le wok, là? Est-ce que ça vous paraît une approche correcte ou pas du tout? Alors, c'est la question que on nous pose depuis la publication de ce livre. Moi, ma réponse, alors elle est peut-être plus intuitive et personnelle que scientifique, mais je pense pas. En fait, je pense que je pense qu'il y a des tendances, encore une fois, mais qu'il faut différencier les signaux faibles d'une tendance globale qui ferait qu'on aurait une jeunesse woke aujourd'hui. C'est comme, on a une jeunesse qui exprime, et je voulais un petit peu présenter tout à l'heure, qui exprime effectivement une vision sociétale particulière. Et je pense qu'il faut beaucoup plus s'attarder sur ces indicateurs-là, c'est-à-dire l'appréhension d'une société extrêmement égalitaire, voire égalitariste, avec toutes les conséquences qu'il peut y avoir derrière, notamment sur l'interprétation de certains principes. La laïcité, par exemple. La laïcité, on n'a pas un détachement de la jeunesse vis-à-vis de ça, mais on a une interprétation qui est, pour le coup, assez différente de leurs aînés. Le principe de la laïcité qui est vu par les aînés comme un principe universaliste qui permet à tous une liberté de croyance, etc., est perçu par les plus jeunes parce qu'ils ont cette conception très inégalitaire de la société, est perçu beaucoup plus comme un outil de discrimination. Donc, il y a des conséquences, je pense, assez importantes de cette vision sociétale un peu singulière de la jeunesse, et je pense qu'il faut plus s'attarder à ça que s'attarder sur une minorité de jeunes qui, effectivement, c'est vrai, ont des tendances et peuvent épouser des tendances woke. Ça, pour le coup, c'est une réalité. Je pense que c'est un enjeu parmi d'autres, mais je n'irai pas jusqu'à dire qu'on est face à une jeunesse woke. Voilà. Je dirais juste qu'on est peut-être face à une jeunesse qui, en tendance, peut tomber vers des radicalités telles que la pensée woke. Ce n'est pas le cas pour l'instant. Je pense qu'il y a Ève qui demande de la parole. C'est à vous. Alors, en fait, c'est Ève sur l'étiquette que nous avons. Donc, je ne sais pas si la personne qui se cache derrière la petite étiquette qui Je crois que c'est Evelyne. C'est Evelyne Falguer, membre du COVEV. Evelyne, voilà, d'accord. Mais c'est Ève à l'écran, désolée. Oui, je me cache, ouais. Juste, j'ai une question. Vous avez parlé de la jeunesse et du travail d'une part, et d'autre part, et de l'égalitarisme, et d'autre part, un besoin d'autorité, donc ça peut paraître ambigu. Et ma question, c'est, est-ce que vous avez des informations sur le lien entre les jeunes et la notion de hiérarchie dans l'entreprise? C'est une très bonne question. C'est vrai que ça peut apparaître un peu contradictoire, des jeunes qui veulent beaucoup d'égalité et en même temps qui adhèrent à beaucoup plus d'autorité. Nous, on l'analyse de la manière suivante. Je vais peut-être me répéter, mais je pense très honnêtement qu'on est face à une jeunesse qui est en attente d'action et de solutions assez immédiates, et que dans l'état actuel des choses, où ils savent qu'on est dans peut-être dans une démocratie qui fonctionne plutôt bien, mais que paradoxalement, on ne trouve pas de solution. Donc, oui, il y a une demande d'autorité qui vient finalement pallier cette insuffisance, cette impuissance des pouvoirs publics, notamment pour agir contre les différentes inégalités qu'ils identifient. Et c'est très probant parce que, c'est très probant d'ailleurs, c'est assez curieux de le voir. On a testé, là aussi c'est un peu plus ludique, mais vous savez, les petites phrases du président actuel, sans rentrer dans des considérations politiques d'adhésion ou pas, mais sur des petites phrases qui ont parfois choqué l'opinion, traverser la rue pour trouver un emploi,
dans une gare, les gens qui se rencontrent, il y a des gens qui ne sont rien, etc., etc. Et ce qui est assez frappant, c'est que quand il y a une expression parfois d'une voix un peu dissonante, là pour le coup aussi un peu autoritaire, ça plaît plutôt à la jeunesse. C'est-à-dire que il y a une forme d'attente aussi, voilà, d'incarnation extrêmement forte, forte au sens premier du terme, c'est-à-dire vraiment assumée, voilà, de quelqu'un qui serait finalement aux commandes de ce pays-là, qui ne trouve pas aujourd'hui les solutions pour faire face aux problématiques auxquelles ils font face. Et encore une fois, vous êtes quand même face à une jeunesse, je l'ai dit, qui est née dans une sémantique de crise. À la pluralité et la multiplicité des crises s'ajoute l'urgence d'y répondre. Et donc, oui, vous avez une jeunesse presque résignée, finalement, à adhérer aussi à cette forme, voilà, d'autorité, parfois même de radicalité. Donc, c'est pour ça que dans une étude d'opinion, ça, pour le coup, je le dis pas forcément pour la lecture de cette enquête, mais plutôt pour les lectures des sondages qu'on peut faire ou des enquêtes d'opinion qu'on peut trouver un peu partout, il faut différencier les scores majoritaires avec une analyse qui pousse à dire qu'il y a une adhésion, à des scores majoritaires qui peuvent s'expliquer par différents indicateurs et différents signaux faibles. Moi, en tout cas, la conception que j'ai de mon travail, c'est de ne pas prendre un chiffre et de l'isoler, mais essayer ou un phénomène et de l'isoler, mais essayer de comprendre ce qui l'alimente et ce qui sous-tend la construction de cette perception-là. Voilà. Donc, ça, je pense que l'autorité n'est pas juste voilà, une demande de totalitarisme ou parfois, il y a des gens qui m'ont dit, mais on est une jeunesse qui est prompte aujourd'hui à tomber dans la dictature, mais c'est faux en fait, c'est faux. On est face à une jeunesse qui interpelle en disant, voilà, il nous manque des solutions et qui finalement trouve dans la question un peu démocratique l'exutoire du fait que voilà, on ne trouve absolument aucune solution aujourd'hui aux problématiques qui sont nombreuses. Il y a une chose très étonnante dans le travail que vous avez mené, c'est quand même qu'on dit que, et c'est une réalité, enfin il y a un certain nombre de travaux qui le montrent, que les générations actuelles ou la génération actuelle, elle a été beaucoup confrontée au précariat, à des formes de très grande précarité dans le travail, à des modalités d'entrée sur le marché du travail bon, compliquées. Ces éléments-là, c'est-à-dire d'une jeunesse, y compris appauvrie pour une partie d'entre elles, alors éventuellement en lien avec l'absence de formation ou des diplômes qui n'assurent pas au fond une place, ça semble être un peu effacé de votre travail. C'est-à-dire qu'on ne le retrouve pas. Quand je vous ai posé la question du clivage, bon, vous m'avez répondu genre, bon, je vois bien, mais par contre, alors, le fait que ces conditions, au fond, socio-économiques, semble un peu effacé. Et quand vous analysez les jeunes au travail, enfin les jeunes qui travaillent, on a le sentiment que la dimension du diplôme ne joue pas vraiment, hein, n'est pas un élément discriminant. Moi, je suis quand même très étonnée. Donc, est-ce qu'effectivement, là, il y a un fait bon, plutôt avéré à partir du travail que vous avez mené, ou est-ce que vous pensez qu'il y a des biais, c'est-à-dire y compris dans la constitution au fond de l'enquête et de l'échantillon, éventuellement un relatif effacement alors, des jeunes les plus en difficulté du point de vue de leur insertion voilà, socio-économique et économique en particulier? Alors, pour répondre à cette question, je pense que c'est plus expliqué par le fait qu'on n'a pas pu explorer ce clivage-là un peu plus pour une raison très simple, c'est qu'on n'a pas un échantillon assez important pour rentrer en ventilation sur des populations aussi précises. Et étant sociologue de formation, on a tendance à penser qu'à partir d'un certain nombre de tailles, d'échantillons publics, on n'a pas une diversité assez importante et une solidité
pour analyser de manière rigoureuse les résultats. Pour autant, et vous avez absolument raison, je pense que c'est une question qui est assez déterminante. On le retrouve un peu, comme je disais, sur la question du niveau d'information, parce qu'effectivement, c'est souvent les jeunes qui sont issus de milieux plutôt défavorisés, non diplômés, qui ont le sentiment d'être moins informés. Donc, on a, je dirais, des points d'accroche qui permettent de le deviner. Maintenant, c'est vrai qu'on aurait voulu peut-être aller un peu plus en profondeur sur des publics jeunes, à l'intérieur de cette jeunesse, beaucoup plus précisément. On n'a pas, la possibilité de le faire à cause, comme vous disiez, de la taille de l'échantillon, et deux, pour nous dire les choses de manière toute transparente, en termes de temps, puisqu'on n'a pas eu beaucoup de temps non plus pour analyser tout cela. Juste un dernier élément de réponse sur la question de l'échantillon. Pour le coup, on a un échantillon représentatif de la population des jeunes français 18-30 ans, c'est-à-dire qu'en fait, tout simplement, on a les quotas INSEE, donc on a interrogé des jeunes aussi qui sont issus du monde rural, non diplômés. Voilà, les quotas ont été respectés. Pour autant, et encore une fois, hein, je le dis en toute transparence, je pense qu'il convient à l'avenir d'aller interroger peut-être, non pas 1500, parce qu'on a interrogé 1500 jeunes, mais peut-être beaucoup plus de jeunes pour rentrer en granularité dans les résultats. Merci. Peut-être que… On avait deux petites questions, enfin, qui ne sont pas forcément d'ailleurs des petites questions, mais deux questions sur le chat qui portaient sur le rapport des jeunes aux autres générations. Est-ce qu'on est dans le classique combat entre jeunes et vieux, ou est-ce que là, il y a quelque chose de nouveau dans ce qui peut opposer la jeunesse aux générations plus anciennes? Et par ailleurs, est-ce que vous avez travaillé, posé des questions sur le rapport des jeunes au fait d'avoir des enfants, puisqu'il y aurait une tendance sur le fait de plus vouloir, ou en tout cas de moins vouloir, de moins désirer devenir parent, notamment en lien avec les questions climatiques et écologiques. Est-ce que c'est quelque chose qui ressort de votre enquête? Et pour rajouter, parce qu'on est sur le dernier round, on pourrait dire, il y en a deux là qui viennent d'être rajoutés sur l'adhésion à la vie associative. Peut-être que là, vous y avez peut-être répondu, mais aussi sur l'influence des opinions des parents concernant ça sur les jeunes. Quelle part de reproduction ou au contraire d'émancipation par rapport aux parents? Et puis on s'arrêtera sur ces questions-là, je pense, parce qu'il leur est venu. Alors, pour répondre à la première… Juste peut-être qu'il y en a une dernière, parce qu'elle est intéressante et peut-être que effectivement, vous n'y avez pas répondu. La question sur l'échantillon, vous avez répondu, mais il est dit, pour reprendre la dichotomie corrélation-causalité, vous le voyez, là, les bouleversements diffusionnistes, évolution dans le monde du travail, enfin ce que vous avez expliqué, ne proviennent-ils pas plutôt d'évolution, alors technologique, politique, législative, managériale, davantage que d'une quelconque influence de la jeunesse elle-même? C'est-à-dire, enfin, il me semble que la question, effectivement, mérite d'être posée. Alors, je ne sais pas en quoi j'exagère, Bertrand, mais bon, c'est une plaisanterie, je ne sais pas, je n'ai pas compris. Il m'expliquera après. Mais je vais quand même y répondre, parce qu'effectivement, la question est très, très intéressante. Alors, sur l'opposition historique, la confrontation historique des générations, encore une fois, moi, je pense que l'enquête, ce qu'elle révèle et l'analyse qu'on tire sur les différents résultats, nous montre qu'il n'y a pas pour le coup, de guerre entre les différentes générations aujourd'hui, notamment les plus jeunes et les plus âgés. Je ne sais pas s'il y en a eu avant. Encore une fois, je serai très modeste parce que je n'étais peut-être pas suffisamment éclairé à ce moment-là pour comprendre tout cela. Mais en tout cas, aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas d'opposition nette
désirée, consciente entre les jeunes et les plus âgés. Moi, par contre, et c'est peut-être un élément de réponse que je n'ai pas abordé dans la présentation ni dans le bouquin, ça fera l'objet normalement d'une publication que je ferai dans quelques mois sur la question émotionnelle. Pour le coup, oui, là, il y a peut-être un clivage, mais qui explique plus non pas une opposition, mais une difficulté peut-être des plus jeunes et des plus aînés parfois à s'entendre, c'est-à-dire que, à s'entendre au sens de communiquer. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a réalisé deux grandes études sur toute l'année 2021 sur les émotions ressenties par les Français. Et ce qui est très intéressant, c'est de montrer l'atypisme des plus jeunes qui sont dans un registre émotionnel très différent de leurs aînés. C'est-à-dire qu'on a des jeunes qui sont aujourd'hui assez fatigués, assez usés, mais qui restent, encore une fois, je le répète, assez optimistes par rapport au temps qui viennent, qui restent motivés, engagés. Or, on a des aînés qui sont beaucoup moins fatigués, mais qui sont beaucoup plus défaitistes. Et donc, du coup, on a parfois des registres qui font qu'on a l'impression que ces deux générations n'évoluent non pas dans des mondes un peu parallèles, mais je dirais dans des appréhensions de la société un peu différentes, ce qui fait que ce n'est pas que ça s'oppose, mais c'est que ça parfois se contredit. Et je pense que ça, c'est assez important. Donc, il n'y a pas une opposition frontale, il y a peut-être effectivement une confrontation parfois de réalités un peu différentes et de perceptions un peu différentes. Pour autant, je pense très honnêtement que les jeunes, pour assumer ce caractère diffusionniste, savent s'appuyer et s'appuient sur leurs aînés. Et pour le coup, c'est peut-être là aussi l'expression la plus marquante du fait qu'il n'y ait pas de guerre de génération, c'est que sans l'aide des générations précédentes, les jeunes perdent aussi de cette capacité à être diffusionnistes et à influencer leur environnement. Sur la question des parents, vous avez totalement raison, c'est une tendance là assez historique. On ne l'a pas forcément dans le livre, si mes souvenirs sont bons, mais je l'ai sur d'autres études qui montrent qu'il y a l'idée qui émerge de plus en plus sur la parentalité. Il y a un rapport à la parentalité qui évolue, qui change. Ça, c'est un sujet aussi qu'il faudrait creuser. Vous pouvez toucher un mot à mon éditeur, ça peut être très sympa, mais je pense que c'est un sujet assez intéressant à aborder. Donc oui, là, il y a un travail à faire sur la question de la parentalité qui, en plus, pour le coup, là, on bénéficie, je pense, aussi de résultats historiques, donc ça peut nous faire voir peut-être des éventuelles évolutions. Et enfin, sur la dernière question, est-ce que, si je comprends bien, voilà, on n'est pas plus sur des mouvements qui sont générés par des évolutions technologiques, politiques, que par une jeunesse qui influence et qui bouleverse les choses. La relation de cause à effet, encore une fois, j'aurai la modestie de dire, je ne sais pas de quelle est la source de l'évolution et des bouleversements. Ce que je peux dire, vous allez me dire, c'est un sondeur qui botte en touche, mais je pense que l'un et l'autre sont intimement corrélés et je pense vont ensemble. On parlait tout à l'heure du déplacement des espaces de mobilisation politique. C'est évident que sans les nouveaux outils de communication, d'espace d'expression, on n'aurait évidemment pas une jeunesse qui emprunterait ces outils-là pour s'engager de manière assez frappante sur un certain nombre de sujets. Le contexte sanitaire aujourd'hui et de la campagne présidentielle montre aussi que finalement, on est dans un contexte un peu inédit où on va avoir une campagne par écran interposé très souvent, virtuellement, et que ça aussi, ce n'est pas la jeunesse qui l'a porté, mais c'est peut-être elle, du coup, qui va influencer peut-être un peu plus les débats qui vont venir. Donc, vous voyez, ce que je veux dire, c'est que les influences, et elles sont toutes, je dirais, interdépendantes, les faits aussi. Et vous avez raison, je ne peux pas dire aujourd'hui que c'est la jeunesse, en tout cas, qui a bouleversé les choses, mais je suis absolument certain que la jeunesse diffuse et accompagne ces changements-là, qui d'ailleurs,
pose une question, c'est la pérennité aussi de tous ces changements, de toutes ces modifications dans les années qui viennent. Donc voilà, peut-être une autre fracture naîtra dans 10 ans et qui remettra en question tout ce que l'on vient de se dire et tout ce que je viens de vous dire. Voilà. Mais pour l'instant, en tout cas, mon analyse des choses, c'est celle-ci. Voilà, on est vraiment face à une jeunesse qui influence et l'enjeu, c'est de reconnaître aussi cette capacité qu'elle a à influencer les choses positivement. En tout cas, merci beaucoup. Peut-être que dans 10 ans, on vous réinvitera. J'espère bien. Sûrement, vous ne serez peut-être plus dans la catégorie tout à fait des jeunes. Mais non, ouais. Je pense qu'on appréciera tout autant vos propos. Je ne sais pas si vous avez vu, mais dans la file de conversation, vous êtes alors plébiscité par des jeunes et des moins jeunes. Il y a parmi nous pas que des jeunes. Donc, merci infiniment là, pour la conférence. Merci de votre disponibilité et de l'échange qu'on a eu avec vous. Je pense que dès qu'on le pourra, on reprendra contact avec vous pour aller au bout de ce temps qui habituellement est plus convivial. Là, on va devoir se quitter de manière un peu abrupte, mais vraiment merci à vous. Et j'allais dire aux membres du CODEV, eh bien, nous allons continuer, y compris les conférences en visio. Je ne sais pas si nous influençons quand nous le faisons, mais en tout cas, nous sommes très dépendants du contexte pour le moment. Merci. Et puis pour le groupe jeune, on se retrouve bientôt pour poursuivre nos travaux. Infiniment merci encore. Merci à vous. Merci de votre écoute et votre attention. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée à chacun et chacune. Bon, voilà, malheureusement, sans peau, mais on reprendra nos habitudes. À très bientôt. Avec grand plaisir. Au revoir. Au revoir à tous. Merci. Merci beaucoup.